Aujourd'hui, à Session Marmelade, je reçois Noé Talbot. C'est un artiste aux multiples facettes et aux multiples styles, investi dans divers projets, que ce soit du folk, du pop, du rap et même du punk. On parle de deux de ses chansons et de son processus créatif sur ces chansons-là, en plus de parler de son processus créatif sur ses différents projets. Bienvenue à Session Marmelade. Bonjour Noé. Bonjour. Bienvenue à Session Marmelade. Noé Talbot, c'est ton nom d'artiste. Absolument. On est ici pour parler de ton processus créatif. Tu es impliqué dans plusieurs projets de styles très variés. Ouais. Du punk, du rap, du folk un peu, du pop. On va parler de tout ça aujourd'hui. Ton nom d'artiste, c'est Noé Talbot. Ouais. J'aimerais qu'on parle de pourquoi. Cassette! Je voulais pas de Facebook quand j'étais jeune, quand j'avais 14-15 ans, puis je me souviens, on était devant l'ordinateur chez mes parents, puis il y avait la télé qui jouait à côté, puis un de mes amis avait un jeu au début de Facebook, les tout débuts, c'était, tu sais, t'avais un jeu de vampire, puis en gros, si tu ramenais des nouvelles personnes sur Facebook, tu gagnais des points dans ton jeu de vampire, puis un de mes amis était comme... Est-ce que je peux utiliser ton compte, ton email pour créer un compte Facebook puis avoir des points sur mon jeu de vampire? Oh, OK. Fait que là, genre, j'ai dit, ben oui, vas-y. Puis il a dit, quel nom je mets? Puis là, à la télé, il y avait Denis Talbot, qui est dans le fond, Monsieur Net, là, tu sais. Oui. À Musique vieille Plus. émission de... Ouais, c'est ça. Ouais, à Musique Plus, dans le temps, il y avait, c'était l'émission qui parlait de jeux vidéo, de tout ce qui était actualité geek un peu au Québec. Puis c'est ça, dans le fond, il y avait ça qui jouait. Fait que le Talbot, ça vient de là. Le Noé, on sait pas du tout. On en reparlé, puis il était comme... L'Arche de Noé? Ouais, ça vient de là. Mais Okay, genre, okay. pourquoi l'Arche de... Pourquoi le Noé? Genre, je sais pas. Fait que ça a été ça. Puis pendant 3 ans, évidemment, là, j'ai commencé à utiliser Facebook parce que, tout le monde utilisait Facebook. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'en plus, on se disait... Moi, ma raison de pas vouloir avoir Facebook, c'était vraiment parce que je me disais, on va perdre notre vie privée, tu sais, puis on avait vraiment ces discussions-là en tant que 14-15 ans. Puis c'est fou parce que, genre, c'est le cas. Oui. Tu sais, puis même malgré ça... aujourd'hui. Exact, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, il y a eu ça. Puis après, tu sais, je peux pas dire exactement, mais je sais que peut-être vers 18-19 ans, j'étais au cégep. Puis j'avais booké... Dans ce temps-là, je bookais des shows au cégep. Puis j'avais booké Manu Militari. OK. Puis moi, je voulais jouer en première partie de Manu Militari, mais j'avais pas de projet de rap dans ce temps-là. Je faisais comme quelques slams, c'est tout. Puis j'avais dit... genre, je vais jouer en acoustique. J'avais quelques chansons acoustiques. Je pense que j'avais 5 ou 6 tunes acoustiques. Puis j'avais dit, je vais jouer en première partie de Manu. Ce qui fit vraiment pas. Parce que Non, c'est ça. je suis surpris de pas m'être fait lancer des affaires parce que, genre, quand tu y repenses, genre, Ça fitait pas, c'était pas le même style. Là. Non, c'est ça. Puis en plus, c'était son deuxième... C'était le premier show qu'il faisait après son deuxième album. Okay, Puis il avait wow. dit, on saute sur l'occasion pour tâter le terrain. Est-ce que les gens, genre, tu sais, trippent sur l'album? Est-ce que il va y avoir du monde dans les shows? Puis man, je te jure, on avait rempli... C'était l'Exode, là, dans ce temps-là. Je sais que c'est encore ça au Chef Dieu, mais dans ce temps-là, c'était genre vraiment comme... il y avait beaucoup de shows à l'Exode, puis c'était des assos, dans le fond, qui bookaient. Moi, j'utilisais l'asso, comme ça me permettait de, s'il y avait un risque financier, de l'assumer, puis au pire, l'asso était en déficit, tu sais. OK. Puis c'est ça qu'on a fait, mais la soirée s'est tellement bien passée. Je pense qu'il y a eu 300 personnes à l'Exode, puis la jauge maximale, c'est genre, je crois, doit être 150, là, tu sais. OK, ouais. C'est vraiment, là, tu sais, puis tu sais, les relations publiques étaient hyper contentes, puis tout. Puis bref, je fais le show. Puis sur l'affiche, la personne qui l'a nommé, genre je pense qu'elle savait pas c'était quoi mon nom, était dans l'assaut. Elle avait Puis juste vu ton Noé Facebook. Talbot, Ouais, exactement, ça, ouais. par Facebook, elle a mis Noé Talbot sur l'affiche. Ouais. Puis j'ai trouvé ça drôle, j'imagine. Aucune idée, genre pourquoi, mais c'est resté. OK, c'est comme ton nom d'artiste à Ouais. vie. Ces premières performances-là, acoustiques, c'était dans quel style? C'était vraiment un peu pareil. Je veux dire, c'est jamais tant éloigné, là. J'ai écrit des chansons acoustiques depuis j'ai peut-être 16 ans. Parce que, tu sais, je faisais beaucoup de punk. Puis je sais pas pourquoi, genre, j'écrivais sur ma bass. Puis quand je suis arrivé avec une guitare acoustique / électrique, écoute, je peux pas vraiment savoir. Je pense que j'écrivais sur la guitare électrique. Écoute, j'étais vraiment pas un bon musicien, là. Genre, je veux dire, j'ai vraiment travaillé beaucoup pour arriver où est-ce que je suis en tant que musicien. J'ai toujours été un bon songwriter. Genre, j'ai eu une bass dans les mains, je composais des tunes.
tunes, tu sais, genre vraiment, là, tu sais. Je pense que la deuxième journée que j'ai commencé à jouer d'instruments, je compose déjà des tunes. Avec des paroles? Avec des paroles. Ouais. Nice. Je me souviens même, avant d'avoir des instruments, quand j'étais jeune, j'avais 7-8 ans, je me souviens que je m'étais dit, je veux avoir un band, puis genre, j'ai 2 tunes que je me souviens des paroles puis des mélodies de ça, là, tu sais, genre, c'est des affaires de 7-8 ans, mais genre, je veux dire, dans le sens que... Ça parlait de quoi? Tu sais, il y en a une, c'est What hours is it now? What hours is it? I can see that my clock is full of mist. Puis après ça, s'embarquer sur un genre d'affaire qui ressemblait à Brohim, là. Mais genre, tu sais, genre, je veux dire, c'est fou parce que ça, je me souviens de ça. Ouais. Mais pas tu sais, comment dire, le technicien, genre, il était pas du tout là. Non, ok. Tu sais, faire un power chord, ça m'a pris 1 an, là, genre, vraiment, apprendre à faire un power chord. Je pense aussi, c'est parce que je catchais pas. J'avais une mauvaise guitare, puis c'est drôle parce que j'ai parlé à mon luthier il y a pas longtemps, puis il disait, le pire cadeau que tu peux faire à un enfant, c'est y acheter une mauvaise guitare parce que ça va le dégoûter totalement de la musique. Okay. Je pense que j'avais vraiment une guitare de merde, puis elle s'accordait jamais vraiment bien. OK. Fait que je pense que quand je jouais, tu sais, c'était difficile parce que ça sonnait jamais bien, ouais. Exactement, puis genre ça devait jamais être exactement. Puis maintenant, tu sais, j'ai le souvenir de comme d'essayer d'accorder la guitare 1000 fois, d'essayer de faire des power chords. Puis genre maintenant avec ma notion de musique, je suis comme Chris, un power chord, c'est facile. Comment ça, j'étais pas capable. Fait à mon avis, ça devait vraiment être un affaire de ça sonnait pas bien, même si t'accordais, tu recommençais. Exactement, c'est ça, tu sais. Puis alors que sur la bass, tu sais, comme je veux dire, c'est une note. Mais genre, c'est pour ça, je pense que j'ai stické à la bass, puis genre, j'ai été bassiste, tu sais, instrument principal encore aujourd'hui. Là, peut-être que la guitare, je suis rendu meilleur à la guitare qu'à la bass, mais tu sais, ça reste que la bass, ça a toujours été mon instrument principal, puis j'ai composé pendant longtemps sur la bass, là, tu sais, un peu Fat Mike style. Puis, mais sauf que vraiment, les chansons acoustiques, c'est venu... ouais, peut-être c'est ça, 16-17 ans, je commençais à gratouiller un peu, puis là, je sais pas, je me souviens de certaines chansons que je composais à la guitare acoustique, électrique, Okay. Ça parlait de quoi, tes chansons? D'amour. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment des tunes qui parlaient d'amour ou de la société, là. Genre, j'avais aussi des chansons un peu style engagé. J'ai rapidement trouvé ça plus facile d'écrire sur la société des chansons engagées en français qu'en anglais. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'a fait, après ça, vraiment continuer en français versus l'anglais. OK. Ouais. Pourquoi? En fait, pourquoi t'avais cette facilité-là à le faire en français, tu penses? Ben, le français, c'est ta langue première. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a qui... Je pense que les gens qui écrivent souvent des chansons engagées, ils ont pas une idée claire de ce qu'ils veulent dire. OK. Tu sais, dans le sens que, genre, la société, c'est un peu de la merde. Tu sais, tandis que moi, genre, je veux dire, j'ai toujours eu une clarté, je pense, une lucidité sur ça m'énerve vraiment, puis genre, j'ai envie de parler de ça, puis après ça, je suis capable de disséquer, genre, d'aller dans le corps du sujet, puis même encore aujourd'hui, peu importe mon sujet, je pourrais écrire encore des milliers de chansons d'amour, même je n'ai écrit probablement des centaines, voire des milliers, parce que je trouve qu'il y a tellement d'angles d'attaque, puis tu sais, dans le songwriting, il y a vraiment quelque chose, c'est l'angle d'attaque d'une chanson, de la position que tu prends. C'est très personnel aussi. Oui, tu peux décider que ce soit personnel, puis tu peux décider de, comme tu dis là, de prendre un autre angle puis de revirer la situation de bord. Absolument, c'est une chanson d'amour d'un amour qui s'est passé ou d'un amour qui est jamais arrivé. Fait que, exactement. Puis même, tu sais, je veux dire, tu pourrais, dans une situation amoureuse, tu pourrais prendre l'idée de la lassitude, mais la lassitude qui vient de quel bord? Est-ce que c'est la lassitude que quelqu'un regarde? Est-ce que c'est la lassitude que l'autre personne vit ou la lassitude que toi tu vis? Puis les trois, ça peut être quelque chose d'hyper personnel. Tu sais, parce que d'écrire la situation comme un tableau, ça peut être quelque chose d'hyper personnel. Ensuite de ça, d'écrire, dans le fond, la situation que ta blonde vivrait, genre, en le mettant, ou ton chum, peu importe, vivrait en se mettant dans ses souliers, tu sais, puis dépeindre le tableau que toi t'as, dans le fond, d'avoir cette vulnérabilité-là, puis cette, cette humilité-là. Ouais, de parler puis de te dépeindre de façon pas belle. Ça peut être aussi un très bel angle d'attaque. Comme toi, reprocher quelque chose sans reprocher à l'autre personne. Ou même, encore là, il y a plein de degrés. Est-ce que tu veux reprocher beaucoup, reprocher pas beaucoup? Est-ce que tu veux éviter avec des figures de style? Je veux dire, le songwriting, il y a tellement d'angles d'attaque. Puis quand t'es capable de cerner ça, puis moi, ça a toujours été une grosse facilité. C'est pour ça que je pense que le songwriting, ça m'a bien scié dans le sens, au moins l'écriture, parce que justement, ces angles d'attaque-là, ça a toujours été d'une clarté précise pour moi. Puis justement, je réécoute mes chansons engagées de Fortune dans le temps, puis je veux dire, mes premières chansons engagées en français, puis genre, je veux dire, ça reste que je trouve
qu'il y a quand même un angle d'attaque qui est présent, puis que je vais pas remettre c'est sûr qu'il y a des maladresses comme dans tout, mais je suis pas en train de dire... Oui, tu t'es amélioré avec le temps, exactement, je présume. Là, oui, vraiment, tu sais. Mais il y a quand même une affaire de... L'angle d'attaque est pertinent, puis je pense que ça a toujours été comme quand même une force que j'ai de ça. Donc oui, pour la guitare acoustique, pour y revenir, c'était vraiment l'affaire je pense que j'écrivais des chansons d'amour. Le français, c'était plus facile à cause, justement, du fait que je cernais bien mon angle d'attaque. Ouais. Puis comme c'était ma langue maternelle, ben, c'était plus facile d'y aller parce que j'ai écrit en anglais au début. Je veux dire, tous mes premiers projets, c'est anglo, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça m'allait moins bien, vraiment. OK. Ouais. Tes premiers bands aussi étaient anglophones, des styles plus punk. Ouais, exact. Ouais. Puis là, tu t'es un peu séparé du punk? Non. Non? Non. OK, ben c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, je te reçois en tant que Noé Talbot, mais t'es investi dans d'autres projets aussi. Ouais, c'est ça. J'ai encore 2 bands punk. J'en ai eu pas mal. Puis tu sais, je cherche toujours à m'en partir un nouveau parce que j'adore jouer du punk. Là. C'est genre, je trouve. Puis d'ailleurs, on est sur le 4e album de Fortune en ce moment. On compose des tunes pour ça. Puis tu sais, je veux dire, j'adore. Je trouve que surtout le punk aujourd'hui, en fait la musique aujourd'hui, il y a tellement une liberté qui s'est créée, tu sais, qu'il n'y avait pas quand j'étais plus jeune, dans le sens que quand j'étais plus jeune, c'était vraiment comme hyper compartimenté de genre, tu fais tel genre de musique, tu sais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose... C'est plus malléable, j'ai l'impression, de mélanger des styles ou de... C'est rendu la norme. Ouais, vraiment. Oui, c'est ça, c'est rendu la norme même de mélanger. Ouais. Presque le plus d'affaires... possible, exact. Possible, oui, exact. Tu sais, je veux dire, la jeunesse, genre, je veux dire ça, mais j'ai juste 34 ans, je suis encore jeune, mais tu sais, clairement, je veux dire, le monde qui écoute le plus de la musique, c'est entre 20 et 25, on va dire. Puis, tu sais, on le voit dans cette musique-là qui est faite par plus les jeunes, c'est qu'il y a cette espèce d'éclatement musical là, qui est créé. Là, évidemment, les jeunes vont, comme n'importe qui dans son processus créatif, tu veux ressembler à tel artiste. Néanmoins, il y a quand même quelque chose de l'ordre qui a une liberté qui est rendue dans... Puis moi, j'adore jouer avec ça, puis je ramène ça dans le punk, justement, de ramener du rap, ramener du folk, ramener d'autres styles de musique, rendre ça plus... Tu sais, une grosse constatation que j'ai faite dans les dernières années, c'est que ma musique était pas assez de groove, tu sais. OK. Du fait que j'ai pas beaucoup de rythme dans la vie, moi, personnellement. Là, comme je te dis, je suis pas un vraiment bon technicien. Fait que je pense que j'écrivais pas avec beaucoup de groove. Puis là, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de ramener sans rentrer dans l'espèce d'affaire dance ou genre, tu sais, je veux dire, c'est pas ma vibe. Non, mais du groove, c'est pas juste à danser. C'est amener peut-être une énergie ou une bassline qui suit pas toujours une grille, mettons. Exact, c'est ça. Puis des beats de drum qui sont plus swingés. Tu sais, je veux dire, juste entre du punk, tu sais, dans le punk, ça va souvent, moi, j'appelle ça le beat autoroute, ouais, t'as deux, trois beats punk qui sont genre, tu sais, classiques, donc tout ta, ou, tu sais, tout ta, je le prends. Ou le fameux, tu sais, petit galop, là, Bon, on va dire que c'est comme les 3 gros beat punk classiques, mais tu sais, ramener du swing là-dedans, genre, tu sais, justement, plus à la Green Day style. Ouais, c'est ça, ouais, je pense à Green Day. C'est ça, là, ouais, tu sais, la guitare reste crunchy. Oui, puis exact. Mais tu mets des ambiances différentes pour les instruments qui prennent moins de place, mettons. Exact, puis ramener dans le drum and bass, ramener des trucs groovy, puis ouais, c'est ça. Cool. Tu parlais de messages de société que tu abordes dans plusieurs de tes chansons. Ça me fait penser à ta chanson Le Naufrage. Ouais. Okay. On va écouter un extrait à l'instant, puis on va en discuter après. OK. Tu attends le changement en levant les yeux au ciel. C'est peut-être toi qu'il faut qu'il change, man. Yeah, yeah. Combien nous faut-il de beaux reportages d'espèces disparues et loin du carnage? On trouvera le moyen de s'enrichir sur le dos du naufrage. Et des naufragés qu'on laisse noyer, n'être qu'une goutte dans l'océan qui monte. On parle de progrès. Mais quel progrès nous sauvera notre égo monstre? Cette chanson-là, chanson écrite avec Alex Pocket, artiste reggae rap, un peu. Comment ça s'est passé, cette
création-là avec lui, mais aussi de ton côté à toi? Ben, Alex, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Ça doit faire presque 10 ans maintenant qu'on se connaît. Okay. J'avais rencontré son band Franc-Bâtard. Je l'avais vu à l'hémisphère gauche. J'étais allé voir son show. Après, j'étais allé voir. J'avais dit, j'aime vraiment ça. Puis dans ce temps-là, j'avais un label qui s'appelait Barbie Records. J'avais dit, crime, j'aimerais ça vous sortir. Ce qu'on faisait, c'est... Moi, dans Sainte-Punk, il y avait une espèce de principe d'assaut puis de mini-label. Tout le monde donnait genre, un 100-200$ pour sortir l'album, puis ensuite de ça, t'envoyais un nombre de CD un peu équivalent au coût donné. Fait que eux, ils en vendaient sur les shows qu'ils faisaient, qu'ils organisaient. Puis il y avait vraiment ce principe-là dans Sainte-Punk dans le temps. Puis ça, moi, j'avais comme un petit label avec 4-5 personnes de ça. Puis j'avais dit, Chris, je trouve ça vraiment hot ce que vous faites, parce qu'il y avait ce côté-là un peu éclaté, créole, Île de la Réunion, puis qui avait quand même un côté punk. Puis Alex vient du milieu hardcore, donc tu sais, je pense que du milieu hardcore. Un milieu hardcore, ok. Ouais, du milieu hardcore. Puis c'est ça, fait qu'il était un peu, tu sais, je veux dire, je pense que ça transpire un peu dans son attitude, dans sa musique. Puis après, on a commencé à jouer au hockey ensemble, fait qu'on s'est connus comme ça, plus intimement. Puis là, on est venus amis, puis de fil en aiguille, il est devenu mon booker aussi. Okay. Fait que c'est mon booker, Alex. Puis on va souvent l'été à mon chalet ensemble. Puis ben sur la route une fois, on faisait beaucoup de dates aussi ensemble pendant un moment. Puis je sais plus, à un moment donné, il a dit « Hey Chris, ça serait cool qu'on fasse une collab ensemble. » J'étais comme « oui, certain, ça serait fun. » Ouais, les deux, vous évoluiez parallèlement, chacun dans vos styles, mais c'est jamais arrivé. Non, avant. ça, on n'avait jamais joué ensemble, mais ça faisait sens de le faire. Quoi que c'est pas vrai. J'avais écrit une chanson pour lui sur son premier EP. J'ai écrit une chanson sur son premier EP. Puis chanson qui est très cool, mais qui joue pas souvent en show. Bref, tout ça pour dire, il a dit, ouais, ce serait cool qu'on fasse une collab ensemble. J'étais comme, ben oui, let's go. Puis, on a dit quel sujet. Puis, ben, je pense que les deux, tu sais, l'environnement, ça nous préoccupe. Puis moi, j'ai pas fait beaucoup de tunes sur l'environnement parce que je trouve que ça peut être rapidement quétaine. Fait que l'angle d'approche est rapidement devenu l'éco-anxiété. Parce que c'est pas un sujet tant exploité en chanson. Donc, c'était vraiment ça l'angle d'approche. Puis après ça, c'était un peu, il m'a dit, ben, tu sais, va de ton bord, puis tu sais, gosse des affaires. Puis lui, tu sais, je veux dire, Alex, il compose un peu, mais il est pas, tu sais, genre vraiment, c'est pas sa grande passion, je pense, la composition. Lui, c'est vraiment le live, puis faire des shows, puis tu sais, c'est vraiment ça. Il est super bon frontman, puis tu sais, Alex, il a un charisme incroyable. Mais tu sais, je pense que le songwriting, c'est pas genre, tu sais, son gros dada, tu sais. Alors que moi, c'est vraiment genre quelque chose que je trippe. Fait let's go. Fait que je suis arrivé avec ma guide, puis je pense au chalet, même il était là, j'ai composé le refrain. Tu sais, la chanson est partie du refrain, là, puis il y avait comme une espèce de jeu de mots, changement. Oui, ouais, c'est ça. Je trouvais ça quétaine au bout. Genre, j'étais comme, non, c'est ça, c'est juste, tu sais, des fois, c'est drôle, j'écoutais un podcast il y a pas longtemps, le week-end dernier, puis c'était sur Hey There Delilah, comment la chanson s'est faite, Hey There Delilah. Oui. Puis le gars, il disait justement, mais tu sais, c'était la phrase, hey, oh, it's what you do to me. Puis tu sais, c'était comme une phrase, lui, il se disait, c'est bien trop quétaine, c'est sûr que ça va se scraper, puis c'est juste, tu sais, comment il appelle ça, my working lyrics, tu sais, genre, tu sais, c'est des paroles de travail, puis c'était la même chose pour moi avec ça. Pour avoir une mélodie, puis éventuellement changer les mots qui sont dessus, là. Ouais. Exact. Puis c'est drôle parce qu'on avait parlé de ça. J'avais suivi un atelier avec Louis-Jean Cormier sur l'écriture de chansons, puis justement, il parlait de ça, que souvent, l'espèce de phrase que tu fais de premier jet, souvent celle qui fit le mieux au niveau des pieds puis au niveau de tout. Tu sais pas pourquoi, genre, tu sais, ça fit vraiment le mieux. Mais en même temps, c'est l'instinct premier. C'est ça. Je veux dire, même si tu veux bâtir quelque chose autour puis revenir à ça puis dire, je vais le changer, j'imagine qu'il y a l'aspect de, ouais, mais ça reste que c'est le cœur de la tune. Ça a été le premier instinct, ça a été cette phrase-là ou ce vers-là. Ouais, absolument, t'as raison. Puis j'imagine que c'est pour ça que ça sonne toujours aussi bien, les premiers mots un peu quétaines qui ressortent. Puis l'enrobage autour peut le rendre moins quétaine. Oui, c'est sûr. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui disent toujours ça. Ah ouais, tu peux pas faire des rimes avec mots, M-O-T-S, puis M-A-U-X ou... Tu sais, ils se mettent des espèces de barrières de tu sais, genre, ça, c'est des rimes. Des homonymes. Ouais, tu sais, des homonymes hyper simples, tu sais, que t'entends, que c'est vraiment cliché, puis je suis comme, au contraire, pour moi, c'est genre vraiment, là, c'est là que tu vois un bon songwriter et un mauvais songwriter. Comment est-ce que t'es capable de l'utiliser sans que ça sonne quétaine ou de mauvais goût, tu sais. Ouais. Là, ben, c'est ce que tu fais un peu
dans moi, je trouve que ça reste dans cette chanson-là. Une petite bite quétaine, mais bon, je pense que le reste du texte, comme il est pas quétaine, ça ramène que le refrain, genre, il tombe pas trop dans le quétaine, justement, tu sais. Ouais. Parce que tu dis, on attend le changement, mais faut c'est peut-être peut-être nous qu'il faut que change, man. Ouais, c'est ça. Man, c'est comme juste le... Puis en plus, c'est le cliché reggae, là. C'est genre d'écrire une chanson reggae, ouais, man. Ouais, c'est ça. Ils vont, mais tu sais, Alex, lui, il est vraiment dans le reggae, il est vraiment là-dedans. Puis, je veux dire, pour lui, c'est pas du tout quétaine. Moi, de mon œil extérieur, qui connaît pas tant le reggae, genre, je dis, comme je disais avant en entrevue, tu sais, moi, j'écoute beaucoup de trios, puis eux vont dire tout le temps, yeah, man, non, tu sais. Puis pour moi, c'est genre, de mon point de vue extérieur, c'est un peu une affaire de le faire pour moi. Je connais pas les codes, tu sais. C'est ça, c'est que ça sonne cliché parce que tu comprends peut-être pas que justement c'est un code qui vient se déposer parfaitement sur ce style-là. C'est ça. Ouais. Puis je veux dire, avant d'utiliser, c'est comme dire yo dans du rap, ben genre je veux dire, il faut que tu sois assuré que t'es rap, tu sais. Ouais. Puis faut que ce soit un yo assumé. Exact. Puis pas j'essaye d'être rap. Faut que ce soit non, c'est du rap, donc ça a sa place. Exact. Ouais. Puis comme mettons Machine Gun Kelly, je sais pas si tu connais Machine Gun Kelly, oui. ouais. Ben tu sais, lui il a fait 2 albums trap, rap, un peu des petits côtés punk, puis là, il est arrivé avec un album pop-punk. Puis dans le milieu punk rock, ça a été super bien reçu. Ça a été comme, wow, un rapper sauve le pop-punk d'une certaine façon. Ouais. Puis pourquoi? Parce que justement, il s'est tellement bien approprié. J'imagine qu'il écoute du pop-punk depuis qu'il est jeune. Fait que pour lui, ça devait pas être comme, je me sens mal de le faire. Puis en plus, il y avait Travis Barker qui joue du drum derrière. Puis ça a été produit par réalisé par des gens qui sont connus dans le milieu. Fait que ça a pas été... Il est allé chercher les bons contacts pour bien le faire sonner aussi. Exact. Ouais. Fait que, non. Tu sais, je veux dire, lui, ça sonne correct, mais il y a aussi une petite voix, là. Je pense que sa voix fait tout, quelque part. Je veux dire, les chansons sont pas incroyables, mais il y a une bonne réal, puis il y a une bonne voix. Bon, ben, tu sais. Ça fait justement, les codes sont agréables. Ouais, exact, c'est ça. Fait que, c'est quoi qu'on disait? Ouais, le naufrage. Je peux prendre la guitare pour jaser un peu justement du songwriting, puis de comment par-dessus les paroles t'es venu mettre la musique. Ben, c'est une chanson qui s'est faite avec beaucoup avec Splice, ça. Avec quoi? Avec Splice. Ça te dit rien, Splice? Non. Splice, c'est un site internet que, dans le fond, il y a des loops libres de droit. OK. Quand tu fais du studio, c'est vraiment comme, je pense, ça doit être le site, un des sites, en tout cas, les plus utilisés là, dans le recording de nos jours. Puis c'est ça, il y a plein de... Puis c'est tout classé par, mettons, BPM, par... tu peux chercher, mettons, cherche une loop en 95 BPM, en Do mineur, une loop de horns, mais boum, ça t'en sort. Ouais, OK. Ouais. OK. Fait que, tu sais, là, j'avais le refrain, là, tu sais. On attend le changement, en levant les yeux au ciel. Donc, première chose que je fais, c'est que je me dis, bon, ben, c'est peut-être un peu trop grave. Fait que là, on l'a monté, je pense, en capot 5. Tu sais, moi, j'ai toujours un demi-ton en dessous sous ma guitare. OK. Ouais, c'est ça. Fait que, on attend le changement, dans les yeux. Fait que là, ça, c'était mieux pour ma voix. Donc, première étape. Ensuite de ça, j'ai regardé est-ce qu'avec Alex, c'était bon pour sa voix. Puis là, je me suis dit, OK, verse. Je pense que j'avais quelque chose de vraiment plus compliqué sur les verses. Puis tu sais, c'est toujours comme ça, quand t'écris une tune, tu commences dans le compliqué puis tu finis par ramener ça au simple. Ouais. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Puis en plus, j'ai pas le picking reggae, parce que le reggae, c'est... Ouais, c'est le coup vers le haut, fait que le... Puis avec 2 puis le 4, là. Ouais, exact, c'est ça. Puis moi, comme j'ai pas ça, mais j'ai quand même le côté chanson, mais... Ouais, ça, tu le faisais plus ska. Ouais. Un peu. Ben, non, tu sais, ska, c'est... OK. Tu sais, comme je dis, j'ai pas le groove, là, tu sais, je peux le mettre, là. Ça, ce serait plus ska. Mais tu sais, moi, c'est vraiment, genre, tu sais, ça fait... Trio font beaucoup ça, là. L'espèce ouais, c'est ça, Un genre de faux reggae, là. Ouais, c'est ça, parce que je pense que, tu sais, moi, l'espèce de truc d'avoir le temps dans le vide, ça me fuck. Fait que moi, le faire en baisse avec mon pouce, ça marche. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. On est allé sur le verse, tu sais. Puis le verse, c'est devenu une espèce de ritournelle des 3 accords qui tournent. Puis c'est ça, là, après ça, j'ai essayé de faire des trucs un peu rap pour, justement, Alex, parce qu'il est plus rap dans son reggae. Fait que j'ai construit les paroles autour de l'éco-anxiété. J'étais arrivé, j'ai envoyé le texte, m'a dit ça, j'aime pas ça, ça j'aime pas ça, ça j'aime pas ça, ça j'aime ça. Là, tu sais, processus de réécriture classique là-dessus. Puis ça s'est fait assez vite.
Est-ce qu'il proposait des idées de vers, de strophes? Ça se passait comment? Oui, il a amené certaines idées là, de paroles, de genre ça, moi j'aimerais dire ça, j'aimerais aller dans cet angle-là, ça je comprends mal. C'est sûr que j'ai écrit, mettons, on va dire, plus le texte, vraiment plus que lui, mais il a quand même amené certaines lignes, certaines affaires. Ou certains angles, des fois c'est comme, hey, j'aimerais ça aborder tel sujet de telle façon, mais comme j'ai pas les mots, puis exact, toi t'es habitué de le faire en plus. Là. Et absolument, c'est exactement ce qu'il a fait. Il m'a dit, tu sais, ça, j'aimerais qu'on dise telle affaire. Puis un bout, moi, je me souviens plus, mais un bout, je me souviens que j'aimais pas trop. Puis il était comme, moi, c'est un des parties préférées de la chanson. J'ai comme, bon, OK. C'est drôle parce que, tu sais, on n'a pas le... Tu sais, des fois, on n'a pas les mêmes vocabulaires qui nous tombent dans la bouche, tu sais. Pour moi, pour quelqu'un, ce qui sonne quétaine, pour l'autre, ça va être quelque chose de magnifique, d'incroyable, tu sais. Je me souviens toujours, j'avais écrit une tune pour une artiste, j'aimerais pas le nom, mais tu sais, j'avais sorti une line, puis j'étais comme, c'est tellement quétaine, puis elle était comme, wow, c'est malade, le jeu de mots. J'étais comme... OK, on va regarder, mais la chanson n'est jamais sortie, mais ça m'a vraiment, ça m'a marqué à quel point, tu sais, genre, moi, j'étais comme, c'est trop lieu commun, là, je peux pas croire, puis genre, pour elle, c'était vraiment, genre, incroyable, j'étais, OK. Parce que je découvre aussi avec le temps, c'est que des fois, t'as des paroles qui vont sonner quétaine quand tu les lis, mettons, dans ta tête, mais aussitôt que tu leur donnes un groove différent ou une intonation différente, le texte perd son mauvais goût. Oui, c'est possible. Puis vraiment. T'as absolument raison. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qui est en train de plus arriver que ce qu'il y avait en français, parce que, tu sais, en anglais, ça a toujours été le cas. Tu sais, je veux dire, le texte est vraiment secondaire, tandis qu'en français, c'est sûr que tu l'as plus d'en face, puis c'est plus dur de faire ça. Mais t'as entièrement raison que la vibe de quelqu'un, son univers, son atmosphère, puis son intention qu'il met change totalement le sens des mots, tu sais. Puis ça peut être aussi des silences que tu mets avant des mots. Tu sais, la performance est autant essentielle que au final le texte en tant que tel, c'est auteur, compositeur, interprète, puis les trois parties sont autant importantes absolument, une que l'autre. T'as vraiment raison. Ouais. Je suis totalement d'accord. Là, si on revient au naufrage, tu parles justement de l'éco-anxiété. Ouais. Ça a été quoi, mettons, il t'avait le refrain comme premier mot. Ouais. Puis après ça a été quoi ton instinct, mettons, pour construire les couplets autour? Je pense que c'est juste j'ai noté tu sais moi je suis toujours en mode écriture. Genre je veux dire, je pense que quand tu fais ça de ta vie, il faut vraiment que tu sois non-stop là, genre tu sais je m'en vais prendre une marche, j'écris, je t'en charge, j'écris, je suis toujours en train d'écrire. Fait que là quand je me suis mis en mode OK, écrire cette chanson là, j'y pensais tout le temps. Fait que dès que je voyais quelque chose là-dessus, je notais, j'ai vu un petit reportage genre de 5 minutes mettons sur l'éco-anxiété, j'ai noté 2-3 affaires. Fait que tu sais je suis rapidement venu OK, tu sais puis moi, c'est quoi ma situation par rapport à ça, tu sais, puis j'essayais de faire des figures de style, tu sais, t'as la peau plus blanche que la neige et tes espoirs fondent, bon, tu sais, c'est un peu la neige, la blancheur, tu sais, c'est ton cœur c'est la banquise, les morceaux dérivent loin de ce monde. Une action face au climat te rend anxieuse et stressée, le mouvement est lent, tu es tétanisé. Ouais, c'est un peu cette espèce d'affaire-là de que tout est lent, tout est un peu froid, tu sais, genre dans les communications entre les gens. Puis je pense que c'est ça que j'essayais de ramener. J'essayais de ramener un texte très froid par rapport à la chaleur de la chanson, tu sais. Ouais, OK. Tu sais, de faire une espèce de contraste. Il y avait ça, tu sais, parce que c'est vraiment... Le discours est très beige et très politique par rapport face à l'ampleur de la crise, tu sais. Puis je veux dire, c'est un peu ça que j'essayais de faire avec cette chanson-là. Puis il y a vraiment l'aspect aussi de... Ben, comme on disait tantôt, t'attends le changement, mais c'est peut-être toi qu'il faut qu'il change. Ouais, c'est comme... c'est collectif. Les changements, c'est ça, c'est collectif. Les changements de société se passent aussi par chaque individu qui en fait partie. Exact. Ouais. Le changement vient de soi, mais tu sais, je pense que on a quand même passé ça. Je veux dire, c'est un peu une bullshit capitaliste de nous faire croire en même temps. Je veux dire, c'est ça que j'aime pas peut-être de la chanson, c'est que je veux dire, je l'ai faite parce que je voulais pas pointer du doigt, puis je trouve ça facile. Tu sais, dès que tu parles tu fais une chanson engagée, c'est facile de dire vous,
Genre, tu sais, genre, je veux dire, en parlant de la grosse machine capitaliste, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est un peu ça, c'était facile. Fait que j'ai ramené le dessus, le jeu, mais ça reste que le vrai problème de la crise climatique, c'est le mode de vie capitaliste, la surconsommation, puis la croissance économique, tu sais. Genre, je veux dire, on peut pas... Le capitalisme qui fonctionne justement par la surconsommation. Exact. De tout le monde, pas juste la grande machine. T'sais. Oui, c'est certain, sauf que genre, je veux dire, toi, en tant qu'individu, t'as aucun pouvoir là-dessus. Je veux dire, c'est absurde de penser qu'il y a une machine médiatique qui est mise pour te faire prendre une distance avec ça, te faire sentir non coupable et t'encourager à consommer, puis que tout le monde va se réveiller du jour au lendemain puis dire genre comme ouais, on va se mettre ensemble puis changer le monde, puis encore là, il y a tellement de gens qui doutent de la crise climatique, il y a tellement de gens qui se retirent de ça, il y a tellement de gens qui se disent ben de toute façon tout est foutu, fait que moi je vais en profiter à mon maximum. Je veux dire, il y a tellement une pluralité des pensées que genre, je veux dire, se retirer de ça, c'est absurde. Puis je pense que c'était ça un peu je veux dire, quand j'écris une chanson sur l'environnement, je peux pas m'enlever cette affaire-là que ben c'est découragement, c'est genre l'absence de pouvoir, tu sais. Puis c'est ça que j'essaie de refléter, tu sais, dans le sens que il faut que les choses changent, c'est sûr, mais tu sais combien nous faut-il de beaux reportages d'espèces disparues, tu sais, loin du carnage. On trouvera le moyen de s'enrichir sur le dos du naufrage et des naufragés qu'on laisse se noyer, tu sais, genre je veux dire. Plus la chanson va, puis plus tu te rends compte que c'est ça, tu sais. Qu'on semble perdant même jusqu'à la fin, t'sais. Exact, puis ça s'est beaucoup développé avec Splice, comme je disais, Naufrage, parce que justement, j'ai posé les accords de base sur la chanson, puis après ça, j'ai trouvé une loop de drum qui fitait, puis tu sais, c'est juste une loop de drum sur la chanson, il y a pas... Okay. J'ai rajouté comme des petites passes de conga, etc., mais c'est tout de la loop, vraiment. On se demandait est-ce qu'on va refaire faire par un drummer, puis finalement, on était comme, bah, ça sonne bien, honnêtement, pas besoin de faire ça. Tant mieux, c'est efficace. Ouais, exact. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris un vrai guitariste pour faire la guitare électrique dessus. On a un pianiste qui a rajouté genre du Seawalk puis des trucs de même, des instruments un peu parce que tu sais Alex connaît plein de monde, tu sais qui ont des instruments un peu ethniques puis tu sais des trucs différents rajoutés, fait qu'il y a ça. Puis on a aussi refait faire les brasses. J'avais trouvé, c'est drôle ça, c'est vraiment une drôle d'histoire parce que j'ai trouvé un solo de brass sur Splice que j'ai crissé, je pense j'ai downtuné d'un ton genre, puis je l'ai crissé là, puis ça fitait super bien. Puis on a envoyé ça au tromboniste d'Alex. Puis il était comme, honnêtement, il est bon le solo, il a juste refait le solo de la loupe de Splice. Pour que ça sonne plus vrai. Ouais, plus chaud, mais tu sais, ouais. OK, wow. OK, c'est assez drôle. Ce que je trouve intéressant aussi, tu sais, je reviens à l'éco-anxiété puis au texte, c'est que dans la chanson, au niveau des refrains, ça passe de on à tu à je. Ouais. Ouais. Fait qu'il y avait l'intention, justement, de parler comme la machine, ben le on comme général, le tu comme si c'était les autres, il fallait qu'ils le fassent un peu, puis finalement le je faut que ça parte de chacun de nous. Exact. Puis ça, je pense que c'est vraiment un truc que j'ai appris beaucoup des cowboys fringants. Tu sais, les cowboys font beaucoup ça. Ils commencent avec le premier refrain avec un angle d'approche, deuxième refrain avec un autre angle d'approche, troisième refrain, les étoiles filantes, meilleur exemple. Tu sais, au début, c'est l'enfant, genre, tu sais, tu sais, au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré après avoir existé pour gagner du temps. Non, quand les avions en papier ne volent plus au vent, on dira que le bon temps passe finalement comme des étoiles filantes. C'est ça, on est des étoiles filantes. J'aimerais ça que tu sois mon étoile filante. Tu sais, c'est comme il y a l'évolution. La fin de l'enfance, la partie que tu tombes en amour. Adulte de genre je suis obligé de me dire d'accepter que mon existence est éphémère puis qu'on vieillit tous, puis ensuite de ça, malgré ça là-dedans, ça me donne des frissons à parler de cette chanson, je trouve ça tellement magnifique. Là-dedans, c'est genre ben ça se peut quand même qu'on vive du bonheur à travers ben tu sais les choses futiles, l'illusion, tu sais. Je trouve que c'est tellement bien écrit cette chanson là, c'est un chef-d'œuvre de puis même l'Amérique pleure qui est vraiment plus récente à chaque fois, le refrain est là mais le pre-chorus il amène de façon différente ce même refrain-là, finalement. Absolument. Puis à la fin, l'espèce de twist, genre, j'ai l'Amérique au fond du cœur. C'est magnifique. Oui, vraiment. Je pense que j'essaie de le faire dans ce genre de refrain-là qui s'y porte bien. Tu sais, je le fais vraiment pas à toutes les chansons, mais une fois de temps en temps, c'est ça, tu sais, switch, l'espèce de... Premièrement, c'est plus fun pour l'auditeur parce que ça le garde actif. Donc, dire, OK, il y a cette affaire-là qui change. Puis deuxièmement, je pense qu'il y a quelque chose de...
quand c'est bien amené dans le texte, parce que c'est drôle, hein, c'est venu, tu me rappelles de quoi, que c'est Frank Custo, qui est un guitariste, tu devrais recevoir d'ailleurs, parce qu'il est vraiment super bon en songwriting, puis pour moi, c'est un des meilleurs auteurs-compositeurs au Québec. Puis justement, c'est lui, j'ai envoyé le texte, parce que c'est un bon ami à Alex et à moi, puis on s'est dit, crime, lui, il pourrait réviser le texte pour nous dire s'il y a des trucs qui fitent pas, puis il était comme, je trouve ça bizarre parce que les refrains c'était tout on. Puis c'est lui qui a amené l'idée. C'est pas lui qui a amené l'idée, il a juste dit, moi je trouve ça bizarre vos refrains, tu dis-tu dans le premier verse, puis là tu reviens à on, puis genre je trouve ça bizarre. Puis là j'étais comme, Chris, c'est vrai? Puis là, la twist m'est venue de genre, tu sais, je préfère on, tu, on, je, tu sais. Parce qu'après ça, le deuxième, combien nous faut-il de beaux reportages? Fait que ça fait tu, tout le verse, premier refrain. Ça fait on, tout le deuxième. Puis à la fin, il y a la petite twist, le petit, la petite épice. C'est qu'il le je. Pour le je, parce que, tu sais, je m'exclus pas de ça, puis je suis un problème comme tout le monde, tu sais. Oui. Parlant de je, on va parler d'une prochaine chanson, mais qui est à toi uniquement. On va parler de Nomade. Absolument. Donc, on va écouter un extrait à l'instant, puis on s'en discute juste après. En ce qu'on était, ce qu'on est maintenant, ce qu'on pourrait être, c'est un bordel incroyable. Ces temps-ci, on cherche tous en nous du sens. La chanson Nomade. Ouais, c'est une chanson, chanson pop, folk. À la base, c'était une chanson qui était écrite acoustique. J'ai encore la pré-prod. J'avais fait la pré-prod acoustique, puis c'est vraiment, genre là, je peux le jouer, là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, l'espèce de ritournelle du début, là. C'était genre ça, tu sais, le riff de base. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, tu sais. Puis là, après ça, j'étais genre... J'erre dans la paix, dans l'abîme du confort, prisonnier dans l'attente. C'était genre ça, là, vraiment, la chanson. Puis ça restait de même tout le long, puis il y avait comme un beat de drum un peu backbeat qui embarquait, là, tu sais. Puis j'ai chargé Jess de faire la réal sur, je pense, 3 ou 4 tunes du dernier album. En fait, ça a été hyper complexe, le dernier album. J'ai comme perdu tous mes musiciens quelques mois avant le studio. Puis on a cherché longtemps. J'avais Karim Ouellette qui était supposé de faire la réal de l'album. Il m'a envoyé, j'ai encore une chanson que c'est lui qui a fait toute la réal d'une chanson. Sauf qu'il était tellement... Une chanson qui est sortie? Non, elle n'est pas sortie. C'est vraiment, ça n'a pas rapport, là. C'est vraiment très... rap urbain, là, tu sais. C'est une petite chanson hyper calme que j'avais. La chanson est jamais sortie en soi, tu sais. C'est drôle, c'était Je veux pas décevoir les gens, c'était ça le nom de la chanson. Puis lui, il avait trippé sur celle-là. J'avais envoyé une badge à Kingston, puis il avait trippé, il avait dit je veux faire celle-là. Il a dit ça m'intéresse full gros le projet, ok. Il dit je m'en vais dans mon studio, il allait en chalet, quelque chose comme ça, puis il dit je travaille là-dessus. Puis là, on n'a pas eu de nouvelles de lui pendant 1 mois. Puis là, on était comme il finit par nous répondre. Il nous a envoyé la chanson. Puis là, on était comme, OK, c'est cool. Est-ce qu'on peut en parler pendant un temps? Pas de réponse pendant 2 semaines. Puis on s'est dit, écoute, il est trop focal, là. Genre, on laisse faire, tu sais, puis on va prendre quelqu'un de plus safe. Puis là, on avait Gus Van Gogh qu'on a demandé. Le réalisateur, notamment des Corbeilles fringants. Ouais, de Vulgaire, de plein de 3 accords, peu importe. Il était intéressé aussi. Sauf que là, j'étais comme... Moi, dans le fond, lui, était... Ben, par exemple, on fait juste 10 ou 12 tunes. Je me souviens plus. Je pense que c'était 10 tunes. On fait genre... Moi, je veux juste faire 10 tunes. Puis là, j'étais comme... Ouais, mais moi, je voulais en enregistrer vraiment une vingtaine, là, tu sais. C'est comme mon... Fait que j'ai fini par... Pour faire un album double? Non, juste... moi, je me laisse... En fait, mon vinyle est toujours différent de CD. Donc, je change les chansons. Tu sais, tous mes albums, c'est toujours ça. Le vinyle, c'est pas le même album que le CD. Il y a comme 5 chansons qui changent souvent. Je fais toujours une version de luxe aussi. Il y a comme 2-3 chansons que j'attends. Puis moi, mon but, c'était de faire peut-être un EP après, puisque j'ai fait, en fait, les chansons du EP avant qu'on se déteste. Dans le fond, il y en a 5 qui avaient été, qui étaient
dans ce batch-là d'enregistrement d'album. Puis je me suis dit, à la place, je vais prendre 3 réals qui vont faire une job de co-réal. Ce que je fais encore, là, j'ai un album qui s'en vient, que j'enregistre en septembre, puis justement, il y a 3 réals qui, dans le fond, là, j'ai changé la formule. Cette formule-là, c'était vraiment comme tout le monde avait ses chansons. J'ai envoyé la batch, je pense que j'ai envoyé 40 maquettes. Puis eux, dans le fond, ils choisissaient dans les maquettes, tu sais, moi, je veux travailler sur ça, moi, je veux travailler sur ça. Okay. Puis c'est là que j'ai rencontré Vincent Pic, que j'adore comme être humain. Puis il y avait Antoine Lachance, avec qui j'avais travaillé au 2e album aussi. Puis il y avait Jess qui faisait 3 chansons ou 4 chansons. Puis là-dedans, c'est ça, il est arrivé avec l'idée, je me suis dit, on était chez Slam pour parler, je pense, des tunes. Puis il me dit, j'ai écouté ta tune là, puis genre j'ai comme le flash, je le sais, on va faire justement comme et Jude. Okay, à la fin, l'espèce de grosse fanfare avec Exact, c'est ça. Ben, il a fait ton riff de git, là. Na, 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 na. Puis là, j'étais comme, alright, on y va, on l'essaye. C'est un peu patriotique, même. Moi, je trouve que ça sonne un peu, tu sais, chanson juive de bar mitzvah, là, tu sais. Oui, OK, moi, j'avais un genre de chanson celtique, aussi, t'as raison. Mais ouais, c'est ça, il y avait vraiment eu ce flash-là avec la fanfare pis tout. Fait qu'on n'a pas pris une vraie fanfare, évidemment. On a demandé à Jérôme Boisvert de faire la fanfare sur la chanson. Mais ça a été de vraiment... jouer plusieurs instruments avant différents? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu dis, on a demandé à Jérôme de faire la fanfare, mais comme de jouer différents instruments. Non, genre programmer. Là, la plupart des instruments dessus, c'est des faux instruments. Okay. C'est vraiment, tu sais, tout... pas mal fait par ordinateur. Évidemment, il y a des trucs pas faits par ordinateur comme les drums puis la guitare, j'imagine. Encore, je me demande. La guitare d'ailleurs, je pense que c'est la seule chanson ever que c'est moi qui ai fait la guitare électrique sur une chanson en studio. C'est toujours un guitariste, puis c'est moi qui l'ai fait celle-là. Puis c'est moi qui ai fait la bass aussi en studio, chose que sur l'album, j'ai fait peut-être 2 ou 3 tunes à bass seulement. Fait que sur l'album, dans le fond, normalement, tu chantes. Je joue de la guitare acoustique, mais genre tout le reste, je laisse ça dans les mains de personnes qui sont beaucoup plus douées que moi. Mais ouais, c'est ça, cette chanson-là, c'est moi qui ai fait ça. Puis on a gardé la forme, elle a pas tant changé que ça, sauf les na qu'on a remis après chaque refrain. Puis lui, il était vraiment, il faut que ça sonne, c'est un bordel incroyable. Puis c'était vraiment pas ça la vibe là, tu sais, de base, mais honnêtement c'était un vraiment bon move, bon flash de Jess là, d'avoir fait ça. Puis ça a été une chanson, il y en a que c'est vraiment leur préféré de cet album là, tu sais. Puis maintenant j'avais jamais joué en live, puis depuis l'an dernier j'ai décidé de terminer les shows avec. Quand je joue full band, hein, pas du solo, mais quand je joue full band, je prends juste le micro, je lâche la guitare acoustique, puis on le fait, tu sais. Puis je pense qu'il y a quelque chose de drôle, là, tu sais, je vais dans le public en chantant, puis je veux dire, c'est quand même le fun. Fait que ouais, je trouve que c'est un bon flash d'avoir fait ça, d'avoir changé ça de même. Puis je pense qu'il y a aussi accéléré un peu le tempo de la tune. Ça s'est vraiment monté en studio. Une de mes rares chansons qui se montent en studio, d'habitude, c'est quand même assez monté avant d'arriver, là. Fait que ouais, belle épopée, cette chanson. Si on parle un peu des paroles, qu'est-ce que tu voulais témoigner dans cette chanson-là? Tu sais, tout l'album, il parle de ma dépression, puis de sortir un peu de dépression, d'être englué là-dedans, puis d'espèce de le marasme que t'as d'être genre fin vingtaine, début trentaine, puis de réaliser que bon... c'est pas exactement comme tu pensais que ça serait, tu sais, je veux dire, on a tout c'est drôle, je parlais de ça avec un ami hier, puis on a toute cette affaire-là de se dire, quand on est jeune, on a un peu, tu sais, genre, je sais pas, on se dit... Ouais, moi, quand je vais être un adulte, je vais continuer à sortir, je vais continuer à... C'est comme un peu cocky par rapport à l'avenir, mettons. Ouais, mais tu sais, de faire beaucoup de reproches, de dire, quand je vais être vieux, genre, je veux dire, les vieux sont morts à l'intérieur, puis tout. Puis ensuite de ça, tu vieillis, puis tu réalises, ben... C'est pas ça, c'est juste que genre il y a tellement de choses dans ta vie qui se passent, il y a tellement d'affaires, puis dès que t'as un enfant, c'est comme ben tu peux pas là, laisser ton enfant tout seul, genre, puis tu peux pas nécessairement l'amener partout, puis je veux dire quand t'as dormi 3 heures dans la nuit, t'as pas envie d'aller voir du monde, puis je veux dire tu sais il y a d'affaires qui s'ajoutent, puis genre je veux dire tu peux c'est juste je veux dire, il y a quelque chose de culturel, genre, avec nos enfants qu'on a au Québec versus en France, qui est très différente, qui est dans d'autres pays, qui est très différente. Dans d'autres pays, t'amènes beaucoup plus ton enfant dans des justement...
Puis se voir, c'est se rassembler, c'est quelque chose de très pas culturel au Québec. Là. On se rassemble pas beaucoup, à part quand on est jeune, pour se saouler. Je pense qu'il y a un gros problème avec l'alcool, je veux dire, de manière générale partout, mais au Québec, on n'en fait pas exception. Puis ouais, cette chanson-là, elle parle de ça, de retrouver du sens dans la dépression, de sortir un peu de ça, puis tu sais, c'est comme de se perdre dans le regard de l'autre. Je pense que ça, là, tu sais, genre dans la paix, dans l'abîme du confort, nomade dans ma vie, c'est quoi, c'est... Ben, tu parles de... Ben, c'est pas exactement ça la formulation, mais c'est comme être nomade de son propre corps, comme de pas se sentir soi-même, je pense, ça, des fois. Prisonnier dans l'attente, nomade dans ma vie, c'est ça. Ouais. Prisonnier dans l'attente, nomade dans ma vie. Parfois, il y a tant d'étrangers que je croise que je me sens un peu étranger à moi-même et genre de lieu commun en lieu commun. Entre ce que j'étais, puis là, il y a encore le petit truc entre ce que j'étais, puis après ça, ce que je pourrais, ce que je voudrais, ce que je voudrais, ce que je pourrais, ce que je voudrais, ce que je pourrais. Il y a cette affaire-là dans les refrains. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est vraiment le texte de cette chanson-là. Je m'y attarde pas assez, mais quand je le chante en show, il y a quelque chose de très égocentrique dans ce texte-là, là, dans le sens que, mais que je pense qu'il est assez universel. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est une histoire, tu sais, tu parles de toi, définitivement, mais qu'il y a plusieurs gens qui peuvent relate, là, c'est ça, s'y attacher, puis se voir, s'identifier. Absolument, je pense aussi. Puis parce qu'il y a comme justement, tu dis qui j'étais, puis là, ce que je veux être, ce que je pourrais être, mais tu sais, il y a comme cet abandon-là, comme tu disais plus tôt, à être ce qui tu étais, puis ce que t'envisageais être. Exact, puis il y a une espèce de mythe, je pense, dans le monde moderne de la personne, genre, tu sais, être quelqu'un, puis on en parle souvent avec ma blonde, tu sais. C'est comme s'il y avait pas de gratification à être quelqu'un de moyen, alors que la majorité du monde, c'est des gens moyens. Je veux dire, dans le sens que on cherche tous à briller d'une certaine façon, alors que la majorité des gens brillent pas, puis genre, je veux dire, c'est correct. Genre, je veux dire, on vit pas pour briller, on vit pour vivre. Mais on s'est tellement fait endoctriner, on est tellement devenus genre des espèces de bébites à devoir briller sur des choses absurdes, tu sais, je veux dire, on s'entend que être une star d'Instagram ou de TikTok, je veux dire, tu brilles pas vraiment, tu sais, je veux dire, il y a personne qui va se souvenir de toi à 60 ans, tu sais. Je veux dire, la seule fierté que tu vas avoir, c'est toi avoir conquis quelque chose, tu sais, à travers ça, mais tu sais, moi je dis souvent, même dans 1000 ans, je suis pas sûr que les gens vont se souvenir des Beatles, là, tu sais, je veux dire, c'est en tout cas dans 5000 ans, c'est sûr que plus personne n'écoute les Beatles au rythme de chansons qu'on écrit, si on se rend jusqu'à 5000 ans, mais on comprend. Là, je veux dire, fait peu importe, la réussite est éphémère, peu importe comment tu le vois, tu sais. Puis il y a comme peut-être une certaine importance de briller, oui, mais pour les gens qui sont importants pour toi, puis dans ton cocon, dans les rassemblements que tu fais. Exact. Que l'importance est plus là, tu sais. Oui, t'as absolument raison. Puis être utile à la société, être utile à ses proches, normalement, ça devrait être beaucoup plus valorisé qu'être une star d'Instagram, concrètement, là, sur le bien que ça apporte, sur la réalité de la chose, tu sais. Alors qu'on n'est pas du tout là-dedans, tu sais. Puis c'est ça, cette espèce d'écart-là que j'essayais de mettre, je pense, entre le voudrait, pourrait. OK. Genre, cette espèce d'élasticité-là. Genre, je voudrais être ça, je pourrais être ça, mais concrètement, je suis pas ça, tu sais. Puis qu'est-ce que je suis? Concrètement, j'ai peut-être pas besoin d'être ça pour me valoriser. C'est ça, je trouve un peu de sens au final. Genre, en me posant ces questions-là, peut-être que c'est d'en revenir en arrière, revenir dans l'essentiel. Puis c'est tout le principe de la méditation, je pense, puis de se détacher de sa personne, puis, etc., etc. Mais il y a quelque chose de vrai puis d'universel là-dedans que on n'a pas besoin d'être. On n'a pas besoin d'être, mais on veut être. Oui, absolument. Tu sais, moi, j'ai un tatou ici, tu sais, j'ai peur d'être rien. OK. En tout cas, on va le prendre pas à la caméra. On va le prendre en vidéo. J'ai peur d'être avec une petite barbe. C'est une vieille chanson de Fortune. Puis je trouve ça génial parce que ma vision a changé. Quand j'ai écrit la chanson, c'était justement, j'avais cette peur-là de n'être rien dans ma vie. Puis ce rien-là, je le savais. Quand j'ai écrit, évidemment, je jouais sur le fait d'être rien parce que on n'est rien de toute façon et on est tout à la fois. On est poussière d'étoiles. Puis oui, exact. Des étoiles filantes. Mais genre justement quand j'ai écrit cette chanson là, tu sais, c'était vraiment j'ai peur du bonheur, j'ai peur d'être rien, puis je trouve ça cool en vieillissant que je me réapproprie le bonheur, tu sais. Puis tu vois, c'est les marques. On a une chance incroyable en tant qu'artiste d'avoir ces marques-là. Quand t'écris vraiment de manière authentique, t'as ces marques-là, genre au cours de ton parcours de
j'ai une chanson quand j'étais jeune que je m'écrivais, genre j'avais écrit une chanson sur le 2e EP de Old School Politics, c'est une chanson acoustique, puis c'est genre vraiment je m'écris à moi plus tard, tu sais. Ouais. Puis genre fait que c'est drôle parce que j'ai vraiment exactement qu'est-ce qui étaient mes rêves, mes aspirations, puis après ça j'ai mettons cette tune de Fortune où est-ce que je vois comment ça a évolué, puis après ça j'ai une chanson comme Nomade, puis là je me vois aujourd'hui puis je suis comme Chris, c'est quand même on a un parcours une pensée, ça se crée, puis ceux qui oublient qu'on peut changer, je veux dire c'est ça qui est fou, c'est que on est tellement dans une société où est-ce qu'on c'est pas une société, c'est juste un trait humain de vouloir garder les choses intactes par rapport à ce qu'on a comme image d'elle, alors que les choses sont constamment en changement, constamment en mouvement, tu sais. Ouais. Puis les personnalités sont jamais la même d'une personne à l'autre. Puis bref, je m'égare, là, ça a pas rapport, là, mais... Non, mais ça témoigne quand même de ce que tu voulais parler dans cette chanson-là. Puis une recherche une quête de sens qui est là, puis qui se traduit par ces réflexions-là que j'ai sporadiquement, qui vont aussi, justement, que j'essaie de capter à travers mes paroles. Puis mes paroles, c'est jamais écrit sur un coin de table, c'est jamais pas réfléchi. Je veux dire, il y a toutes ces grosses réflexions-là derrière, ces conversations-là. Puis moi, je me vois vraiment comme un photographe qui essaie de capturer ces instants-là de lucidité par rapport à travers ça. T'sais. Cool. On va parler de tes projets qui s'en viennent. Seulement. Je sais que tu as des projets vraiment intéressants qui s'en viennent pour ton 4e et ton 5e album. Oui. Qui vont sortir sûrement, je pense, 2025, 2026, 2026, 2027, peut-être l'autre d'après, mais le 2025, c'est sûr que c'est mon 4e album qui sort. Ouais. Album particulier? Oui, absolument. Ça me donne qu'on en jase. Est-ce que t'as le droit de le dévoiler? Oui, absolument, absolument. De toute façon, je suis pas... c'est l'avantage d'être sur un label rock, c'est que pas vraiment de punch ou rien. Ouais, ça va s'appeler Mourir pour le rock. C'est un album, justement... beaucoup plus léger, humoristique, qui parle d'arriver dans la trentaine puis de faire encore du rock de sa vie. Parce que je considère, oui, je fais de la chanson, mais je considère que la manière que je fais la chanson, ça reste assez rock, en tout cas dans ma manière d'aborder le public. C'est rock dans l'âme, même si c'est pas rock dans le style. Exactement, tu sais, dans mes interactions avec les gens, tu sais, moi, je vois des fois, je joue avec des artistes qui sont plus dans la scène chanson pop. Puis là, la manière d'aborder, tu sais, ils vont pas dans la salle, mettons, écouter nécessairement les artistes avec qui ils jouent. Ils sont pas nécessairement, tu sais, dans le rapport humain. Je trouve qu'il y a ça qui est cool dans le rock. De manière générale, du moins dans le rock de quel je viens, peut-être le rock québécois puis le rock français, cette scène-là, c'est que, justement, il y a cet échange-là, il y a cette humanité-là, puis une réciprocité puis une humilité qui est présente. Donc, il y a ça qui transparaît beaucoup, puis c'est très humoristique dans le sens que, justement, tout ce qu'on vient de parler, j'en parle dans l'album de qu'est-ce que c'est... Moi, je suis vraiment pas rock. Genre, je l'étais dans ma vingtaine, je me saoulais tout le temps, je fumais des battes, puis tout. Puis aujourd'hui, je suis genre, tu sais, je veux dire, un show, je bois quasiment plus. Genre, j'aime boire de la tisane, genre, après le show. Puis, tu sais, je suis hyper papy dans ma façon d'être parce que j'ai réalisé que ce qui me fait triper, c'est de faire de la muse, c'est pas genre faire le party, tu sais. Ouais. Puis il faut que tu choisisses un jour entre faire le party et faire de la musique. Puis ouais, c'est ça. L'album parle de ça. Puis c'est humoristique, justement, Mourir pour le rock, parce que je ne suis pas mort pour le rock. Puis il y a un jeu de société qui est associé à ça. Donc un jeu de société. C'est de ça que ça me tente qu'on parle surtout. Donc jeu de société qui parle aussi qui est un parcours. En fond, tu suis le parcours de quelqu'un qui fait une carrière dans le rock. Mais tu peux jamais vraiment devenir une rockstar. Tu sais, le maximum que tu peux avoir, c'est genre 20 000 fans. Fait que t'es jamais comme genre, tu sais, comme big, tu sais, t'es comme moyen, mais genre, tu sais, c'est un peu comme la réalité d'être un gros artiste de rock au Québec, là, tu sais. Mettons Groovy Harvard, genre, ou Grimmskong. À mon avis, il doit avoir au maximum, genre, 50 000 fans, tu sais, c'est gros max, tu sais. Pure, c'est eux qui ont vraiment réussi dans le rock au Québec. Tu sais, fait je pense que, tu sais, un artiste, quand même, qui a réussi au Québec dans le rock, ça doit être autour de 20 000 fans, tu sais. Genre, Rouge Pompier, ça doit être à peu près, peut-être 10-15 000. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est jamais, genre, énorme, tu sais. Puis c'est ça, l'album, le jeu, il parle justement, il y a des références à l'album dans le jeu. C'est vraiment, tu suis le parcours, tu sais, faut que tu fasses attention à ta santé mentale parce que tu peux développer des vices. Donc genre, je sais pas, les vices, ça peut être te reconvertir au rock chrétien ou genre devenir héroïnomane, cocaïnomane, peu importe là, tu sais. Ça a des effets sur ton jeu, des espèces de petits handicaps
qui sont comme associés, mettons, je sais pas, tu sais, tu roules un dé, quand t'écris une chanson, tu roules un dé, puis c'est un peu, si ta chanson c'est un hit ou pas, tu sais, on va dire. Ouais. Puis là, mettons, quand tu viens cocaïnomane, ben genre, t'as une action de plus par tour parce que t'es genre hyper speedé, mais en même temps, genre, t'écris juste des chansons qui sont genre des trois, là, tu sais, qui sont des chansons balançantes, okay. des affaires comme ça, tu sais. Ou, tu sais, quand tu te reconvertis au rock chrétien, ben t'as du temps, genre, tu gagnes des fans en plus, tu fais plus de santé mentale par tour parce que t'es rempli par Dieu, mais en même temps, genre, t'as une action de moins parce qu'il faut que tu pries, tu sais, genre. Tu comprends à l'église pis tout, tu sais, genre, fait que c'est un peu ça, c'est très humoristique, là, c'est la blague. Fait que c'est ça, il y a le jeu qui est associé à l'album, puis je suis content parce que ça va sortir avec un éditeur de jeu, donc Vivi Ludi, qui est quand même un éditeur de jeu assez récent, mais super cool. Quand même bien établi, là. Oui, c'est assez récent, mais oui, sont établis, puis c'est ça, la personne à qui ça appartient, Kevin, il est super cool, très humain, ça fit dans la vibe rock justement, fait que je suis super content de faire ça avec lui. C'est illustré par Jake Dion, qui est celui qui avait fait l'illustration de mon deuxième album. Okay. Puis l'illustration est super cool. J'ai hâte de la sortir. C'est vraiment... Il y a un petit clin d'œil à Dookie sur l'illustration. C'est album de Green Day. Ouais, c'est l'album qu'il a fait quand avec Green Day, tu sais, qui est très ludique, justement. Qui va être la pochette d'album et la pochette du jeu à quelques détails près, là, mais c'est pas mal ça. Puis c'est Pierre-Marc Duguay qui fait le graphisme, puis lui, dans le fond, il est fan de jeu, il y a un podcast sur le jeu de société. Fait que c'est tout, j'ai une super bonne équipe, là, genre vraiment qui tourne qui gravite autour du jeu. Puis bonne équipe aussi autour de l'album. Fait que c'est vraiment, j'ai hâte d'enregistrer cet album-là, là. Puis j'ai comme une batch vraiment de 35 maquettes prêtes, tu sais, toutes complète, là. Puis j'ai 3 réalisateurs qui travaillent là-dessus. Fait que j'ai Gaël, que j'avais rencontré dans une formation de chansons. Son projet, c'est Gaël. J'ai Vincent Pic encore parce que j'avais adoré travailler avec lui sur le dernier album. Puis Jess qui aide un peu à droite à gauche, mais tu sais il est moins présent là, dans le processus, mais c'est ça. Fait que surtout Vince puis Gaël. Puis voilà, c'est ça. J'ai hâte de rentrer en studio, recorder ça avec mes musiciens que je joue avec depuis les dernières années. C'est super cool. Vraiment, je suis hyper content de cet album-là parce que justement, c'est joyeux, c'est up-tempo, c'est un peu plus dansant, plus groovy. Il y a tout ce que j'ai envie qu'il y ait en ce moment. Il y a des bouts de rap, c'est éclaté, ça va dans tous les sens. C'est comme si vraiment la switch là de genre... il faut que ça soit d'une telle façon, elle est partie. Puis genre, je suis content parce que... c'est n'importe quoi, puis ça me fait triper. En fait, genre, je me fais du fun, puis genre, je veux dire, c'est ça l'essentiel, tu sais, genre. Le jeu va s'appeler Mourir pour le rock aussi. Ouais, c'est Mourir pour le rock. Pareil. La pochette est malade, je suis vraiment stoked. Hâte de découvrir ça. Ben, moi aussi, j'ai hâte de le faire découvrir aux gens. Pour vrai, le jeu, il est cool, ça marche bien, c'est dans la même veine que Seven Wonders, un peu, dans cette veine-là. Puis pour vrai, j'ai fait un jeu que j'ai envie de jouer, tu sais, je suis fan de jeux de société vraiment, puis c'est exactement dans ma veine de jeu, fait puis les mécanismes fonctionnent bien à chaque fois que je le fais essayer aux gens, puis j'ai le bon équilibre entre c'est quand même un jeu intermédiaire, mais c'est intermédiaire à bas, tu sais, dans le sens que quelqu'un qui connaît pas, qui joue pas beaucoup à des jeux peut quand même embarquer. Tu sais, mes parents, ils ont été capables de comprendre puis de jouer, puis c'est le même son de cloche à plusieurs personnes que j'ai fait essayer qui sont pas dans les jeux, fait que ça rentre. Puis en même temps, il y a cette affaire-là que de la stratégie, tu le vois en quelqu'un qui joue beaucoup puis quelqu'un qui commence, ou quelqu'un qui joue beaucoup à des jeux de manière générale, sa manière d'aborder des jeux parce que tu sais il y a des façons de faire des combos, de monter sa carrière différemment, puis il y a beaucoup de leviers de créer des mécaniques. Puis pour vrai ça marche, il y a un côté stratégie comme il y a un côté très ludique, fun parce que tu sais il y a des cartes événements avec genre tu sais t'as pas été reçu au Francouverte, mettons, tu perds une santé mentale, tu sais des affaires comme ça là, tu sais, fait qu'il y a vraiment une partie chance, une partie stratégie qui est vraiment bien dosée. Je suis vraiment content du jeu. D'ailleurs que j'ai fait avec Thibaut Rollet, on l'a co-créé, un ami en France qui son projet Tendre Plume à l'écouter. Super. Merci beaucoup Noé pour ta présence à la session Marmelade. Yes. Merci de l'invitation, c'était super cool. Avec plaisir.